Voilà, donc dans cet atelier, nous allons balayer en fait l'ensemble des modes d'hébergement avec des contributions d'experts, on pourrait dire, ou d'entreprises qui interviennent dans ces différents modes d'hébergement. Voilà. Et là, j'ai cédé la parole à André pour la première phase. Oui, merci. Effectivement, on va parler de tous ces différents modes d'hébergement qui constituent l'offre touristique de nos sites, de nos stations. Mais avant de parler des modes d'hébergement, on propose d'introduire en tout cas tous ces échanges pour parler effectivement de toute l'observation qu'on doit mettre en place. Tu as parlé tout à l'heure de l'observatoire. Et effectivement, nous avons à nos côtés Gilles Rovial, qui est le co-gérant et directeur de développement de G2A Consulting, société qui intervient sur un certain nombre de territoires, tout particulièrement la montagne, puisqu'on se connaît à ce titre, et qui, voilà, je vous adresse la parole. Gilles, vous êtes un expert en mesure de la fréquentation touristique, en prévisionnel, en bilan. Vous avez observé la fréquentation touristique et surtout son évolution. Et on va vous laisser la parole pour que vous puissiez nous donner des éléments sur l'hébergement et puis aussi une vision globale. Encore une fois, il est de toute importance sur tout domaine, c'est de connaître, d'identifier, de mesurer et au-delà de ça, de pouvoir prendre des décisions, de les partager, de prendre des décisions et d'orienter autant que faire se peut. Merci à l'ANET de nous accueillir. Merci Géraldine de nous accueillir sur ce congrès de l'ANET. Merci André Perilla pour nous avoir connectés avec l'ANET. Effectivement, nous sommes un cabinet conseil basé en Savoie. Je m'appelle Gilles Rovial, j'en suis le dirigeant et le fondateur. On a créé G2A il y a plus d'une quinzaine d'années autour des problématiques effectivement de l'observation de la fréquentation touristique. Donc dans nos métiers, c'est extrêmement simple. On essaye de connecter les hébergeurs à nos systèmes en temps réel pour fournir, on va dire, la prévision de remplissage à la fois sur la montagne, parce qu'on travaille avec aujourd'hui plus d'une centaine de destinations touristiques, en montagne parce que c'est notre ADN, mais de plus en plus sur les littorales, puisque maintenant nous avons près de 25 stations du littoral dans nos portefeuilles clients, et on mesure la fréquentation touristique en temps réel, de manière passée, pour faire des bilans, mais aussi de manière projectionnelle, de façon à donner des outils à la fois aux techniciens des territoires, que sont les officiers de tourisme, pour mieux percevoir la façon dont le territoire se remplit et le modèle de recette de la construction touristique, mais aussi et surtout aux élus, pour appréhender les problématiques de police, de propreté, de sécurité, en prévision effectivement des week-ends ou des semaines qui arrivent ou des mois qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà de la donnée de remplissage, chose qui va se passer en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, et effectivement déjà sur l'hiver prochain. Alors nous avons connecté les hébergeurs, parce qu'on travaille exclusivement avec des hébergeurs, mais que ce soit tout type d'hébergeur, que ce soit le loueur particulier qui est sur une plateforme type Le Bon Coin ou Airbnb, comme que ce soit l'hébergeur professionnel, celui qu'on va retrouver effectivement un hôtel, un centre de vacances, une résidence de tourisme, et on a connecté leur plateforme de réservation à nos outils pour avoir effectivement ces éléments de projection. On pourra effectivement en parler plus longuement si besoin. On est d'accord, j'ai une dizaine de minutes, André ? Très bien. Donc il nous a été effectivement demandé de parler, on va dire, d'hébergement touristique pour cette table ronde. C'est vrai que la vie des hébergements touristiques s'est construite au fil et à mesure des grandes ambitions touristiques de notre territoire. Il y a, je pense, pas mal de monde du secteur littoral. Une des clés, effectivement, du développement touristique en littoral, c'était la mission Racine en 1963. Nous, sur la montagne, André, on connaît bien les problématiques qui sont liées, effectivement, aux ambitions du plan Neige dans les années 70 et tout ce qui a suivi, après avec toutes les problématiques aussi et toutes les politiques qui ont suivi d'aménagement de la montagne, les ZADR, etc. Et puis, on pourrait aussi évoquer dernièrement l'accord qu'il y a eu avec l'Association des maires ruraux de France et Airbnb, typiquement, pour effectivement dynamiser ces territoires ruraux en matière d'offres touristiques. La politique touristique en France, elle est très dynamique, très active, et c'est effectivement intéressant qu'on puisse, on va dire, apporter un regard. Et moi, ce que je vous propose ici, c'est vous donner effectivement une cartographie, on va dire, de l'hébergement touristique à date sur l'ensemble de nos territoires.
Tout cela se remplit un objectif effectivement majeur. Vous savez qu'il y a un objectif alloué par le gouvernement qui est de dire 100 millions de touristes étrangers d'ici 2025, sans compter effectivement sur l'économie touristique extrêmement impactante dans nos territoires. Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner cette cartographie à date. Sachez qu'aujourd'hui, sur le territoire national, la capacité touristique qui est mise à disposition des touristes pour accueillir ces touristes, c'est autour de 15 millions, on va dire, de lits d'hébergement touristique, 2 millions en montagne, 8 millions sur le littoral, c'est à peu près 4 fois plus, et 5 millions de lits touristiques à disposition dans les villes et dans les campagnes. C'est à peu près l'ordre d'idée que nous avons, la mesure. Alors nous, on connaît bien ce qui se passe effectivement sur la mesure en montagne, puisqu'on couvre toutes les stations de montagne aujourd'hui. Sur le littoral, c'est l'estimation qu'on retrouve à travers nos partenaires Adaptou France, c'est autour de 8 millions effectivement de lits sur le littoral. Ça, c'est à peu près, pour donner aussi un ordre de grandeur, c'est sur une activité annuelle. La montagne, c'est à peu près 80 millions de nuitées. Le littoral, c'est à peu près 350 millions de nuitées touristiques. Donc, vous voyez effectivement que ça représente un volume extrêmement intéressant et important. Alors, bien évidemment, derrière ces lits, il y a ce qu'on appelle la structure des lits. Donc, en quelques diapositives, je voulais vous donner cette carto. Alors, ce qu'on appelle, nous, la structure des lits, on segmente les capacités touristiques en 3 types, effectivement, d'hébergement. L'hébergement professionnel, celui qui a une forte exposition commerciale, c'est du lit en hôtel. Vous avez, je crois, évoqué ce sujet hier, l'hôtellerie, les agences immobilières qui font de la location immobilière. C'est aussi effectivement les résidences de tourisme, on en parlera effectivement un peu plus longuement tout à l'heure, les centres et les villages vacances. Vous avez un partenaire, je crois, aujourd'hui du club de la Net qui est spécialisé dans la mise en relation des colonies de vacances et autres, qui s'appelle Tenelia, je crois. J'ai oublié le nom, mais qui est un partenaire qui est naissant et qui me semble extrêmement intéressant. Et puis vous avez donc tous les lits qu'on trouve sur les plateformes de particulier à particulier. Donc c'est la partie jaune sur ce graphe. Donc ce sont des lits qui sont présents sur les plateformes type Le Bon Coin, Airbnb, Abritel, qui sont les circuits courts entre guillemets entre le propriétaire et le locataire. Et puis ce qu'on appelle des lits qui sont des lits non commercialisés, qui sont typiquement ce qu'on appelle chez nous dans nos territoires des lits de résidence secondaire, dont la fréquentation se construit principalement autour, on va dire, de la fréquentation et de l'occupation personnelle, familiale, personnelle. Ce ne sont pas des biens qui sont exposés commercialement, ce sont des gens qui utilisent leurs biens pour leur propre usage. Et vous voyez que globalement, quand on fait cette segmentation des lits entre le littoral et la montagne, il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes dans la structure, parce que de la structure des lits fait aussi la performance de nos destinations. Vous voyez que sur le littoral, près de 60% des lits, la capacité d'accueil du littoral, c'est de la résidence secondaire. Donc ce sont des gens qui occupent effectivement leurs biens pour des usages personnels. On avait un peu plus d'un lit sur 10 qui est sur les plateformes de particulier et seulement 30% des lits qui sont à forte occupation commerciale, à fort rendement touristique, qui sont des lits professionnels. La montagne, c'est un peu différent, puisqu'on a plus de la moitié des lits, si on fait la somme de ce qui est exposé commercialement, c'est-à-dire les lits à la fois marchands et les lits sur les plateformes de particulier à particulier, c'est plus de la moitié qui sont des lits exposés commercialement, et 40% des lits qui sont des lits, on va dire, de résidence secondaire. Donc vous voyez, l'orientation montagne des lits, elle était un peu plus marchande, et ça pèsera effectivement sur l'efficacité et sur le rendement, on en parlera un petit peu plus loin. Si on continue dans cette structure de lits, c'est déjà pour un premier mapping, si on regarde les catégories de lits qu'on va retrouver dans ces structures de lits, vous voyez que le littoral, on a un modèle qui est extrêmement orienté hôtellerie de plein air. Près de 70% de l'offre marchande, on va dire, du littoral, c'est de l'offre d'hôtellerie de plein air. J'entends bien l'offre professionnelle, l'offre marchande, c'est de l'hôtellerie de plein air. Un peu d'offre effectivement hôtelière, quelques modèles de résidence du tourisme, mais ça... L'orientation littorale est extrêmement hôtellerie de plein air, alors que l'orientation montagne, elle est bien plus locative, à la fois partagée entre le locatif traditionnel, c'est-à-dire les agences de location saisonnière, et le modèle des résidences de tourisme, qui est un modèle qui est extrêmement important sur nos territoires et qui pèse dans l'économie en général. Alors là, je vais vous montrer un focus un peu particulier, c'est un focus de la montagne sur ces 10 dernières années. Parce que ça fait plus de 15 ans qu'on existe et qu'on travaille effectivement sur la montagne qui est notre ADN. Et là, on a pris un panel de 600 000 lits sur la montagne, dans les Alpes du Nord et Alpes du Sud. D'accord ? Et l'idée, c'est de voir l'évolution de la structure des lits sur ces 10 dernières années, entre 2012 et 2021. De la même manière,
Tout ce qui est en rouge, ce sont les lits professionnels à forte exposition commerciale. Tout ce qui est en jaune, ce sont les lits de particulier à particulier qu'on retrouve sur les plateformes. Je vous rappelle simplement qu'en 2012, Airbnb n'existait pas, hein, d'accord. Il est arrivé bien plus tard, notamment sur la montagne, plutôt 2014-2015 sur la montagne où le développement Airbnb était fort. Et puis en bleu, c'est tout ce que, plutôt les lits, ce qu'on appelle les lits de résidence secondaire, des lits qui sont dans l'occupation, on va dire, personnelle est plutôt privilégiée. Ce que vous voyez concrètement ici, sur ces 10 dernières années, c'est que la part de marché, le poids des lits marchands est en baisse continue, d'accord. On est passé de 34%, le poids des lits marchands, le poids des lits professionnels en 2012, à 27%. On a perdu 7 points au profit des plateformes de particulier à particulier, principalement. Alors c'est vrai qu'elles ont apporté beaucoup de fluidité, beaucoup de convenience. Elles ont permis effectivement les circuits courts, comme on dit, entre le propriétaire et le locataire. Mais en même temps, le lit marchand, c'est celui qui a le plus de rentabilité, entre guillemets. C'est celui qui génère le plus d'économies sur vos territoires. Et on a perdu ces lits marchands qui sont surtout et principalement liés à plusieurs problématiques. Une problématique principale qui est la problématique des fanbots, notamment dans les résidences de tourisme en montagne. On a eu des périodes de fanbots qui étaient, vous savez qu'on a construit des résidences de tourisme de manière très fortement dans les années 80-90, puis après plutôt 2000-2010. Et puis après des périodes de 9-11 ans, voire un peu plus, on a effectivement des propriétaires qui retirent leurs biens des gestionnaires pour l'occuper de manière personnelle. Donc on a ces fanbots qui ont pesé beaucoup dans le modèle, surtout là, c'est un modèle Alpes du Nord, Alpes du Sud, hein, donc avec beaucoup de résidences de tourisme. On a aussi bien sûr, vous avez bien vu la transition aussi de l'hôtellerie, hein, avec des hôtels qui ferment, qui se transportent en appartements, etc. Des centres de vacances qui ont aussi fermé parce que les problématiques de mise en norme ou autres. Donc tout ça a fait qu'on a perdu du lit marchand au profit du lit particulier à particulier. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et ce qu'il faut rajouter pour avoir une clé de compréhension supplémentaire, c'est que pendant ce même laps de temps, pendant ces mêmes 10 dernières années, on a construit 20 000 lits nouveaux dans ces stations-là, sur ce périmètre-là. C'est-à-dire qu'on a construit une station nouvelle, 20 000 lits en fait, principalement du lit professionnel, mais ces lits nouveaux n'ont pas suffi, on va dire, à combler la perte des lits marchands et des fanbots. Pour que vous ayez une vue un peu plus complète sur les problématiques de fanbots, eh bien, regardez ce qui se passe, que ce soit sur la mer ou sur le littoral, quand un propriétaire décide ou quand un gestionnaire s'en va, ou un propriétaire décide effectivement de ne plus confier son bien dans une résidence parce que le temps est passé, il a passé ses 10-11 ans et il a encore un peu de TVA à payer, mais il va s'en sortir. Les problématiques de fanbots, quand un appartement sort d'un bail, on le retrouve à 70% dans le PAP, à 25% dans le circuit des lits non commercialisés, donc on va dire les lits froids, et seulement à 5% dans les lits professionnels. On peut dire qu'il y en a qui retournent parce qu'ils ont été habitués à avoir un peu de ressources revenues. Ils retournent dans une agence locative où ils vont retrouver un gestionnaire effectivement pour gérer leurs biens. Mais principalement, ces fanbots, on les voit plutôt s'orienter côté PAP, ce qui n'est pas du tout la même rentabilité. Les lits les plus dynamiques, les plus efficaces, c'est forcément les lits qui sont directement liés aux résidences de tourisme, notamment en montagne, ou à l'hôtellerie de plein air, en l'occurrence sur la partie littorale. Si on a une idée d'économie, là, on vous a mis ici un indicateur qui est, on va dire, le rendement au lit, c'est la capacité d'un lit à produire des nuitées dans une saison donnée. Donc la saison de la montagne, c'est plutôt une vingtaine de semaines, entre 17 et 20 semaines d'exploitation en montagne. Une saison du littoral, c'est entre 35 et 40 semaines sur, on va dire, d'avril jusqu'à fin septembre. En montagne, c'est plutôt décembre, effectivement, à fin avril. Ben, vous voyez que les lits professionnels, en montagne ou sur le littoral, ils produisent en moyenne 7 semaines d'occupation sur une saison. Il faut dire quand même que la saison de la montagne est plus courte que celle du littoral. Hein. Donc ça veut dire que là, encore une fois, le modèle montagnard est assez pertinent en termes de productivité. Le lit PAP, particulier à particulier, c'est à peu près la même chose, entre 6 et 7 semaines effectivement d'occupation. Par contre, les lits non commercialisés, en montagne, c'est plutôt 3 semaines de lits d'occupation personnelle. On va retrouver ça en montagne, 3 semaines dans la saison d'hiver. Alors que sur le littoral, sur une grande semaine, ce sont des lits qui ont aujourd'hui 7 semaines d'occupation. C'est vrai que le littoral attire d'autres populations, effectivement, et ça attire régulièrement les familles et les propriétaires vont occuper régulièrement leur espace pendant cette période-là. Autre élément intéressant pour vous donner un graphe d'occupation de ces lits entre la montagne et le littoral. La courbe bleue, c'est la courbe de la montagne. Donc, vous voyez effectivement que le modèle montagnard il se construit autour d'une grosse saison d'hiver, notamment sur les fêtes de fin d'année et sur les vacances d'hiver.
Et puis, il se construit aussi sur les vacances d'été, notamment autour de 2 mois sur les vacances d'été. Mais vous voyez qu'il y a 2 belles pointes. Le modèle littoral, par contre, il se construit. La construction de modèle touristique, elle est plutôt très, très orientée sur une très grande et une très large, effectivement, saison d'été qui va de fin mars, début avril, jusqu'à, effectivement, fin septembre. Donc, il y a les 2 modèles cohabités. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la montagne, on a une vraie double saison, même si la saison d'été est un peu plus courte. On est sur une vague aujourd'hui qui est plutôt intéressante sur la dynamique de fréquentation de la montagne. Le modèle littoral est plutôt très concentré sur une saison très large l'été. Alors, ce qui est à noter de manière intéressante, c'est que là, vous voyez des indicateurs qui sont des taux de remplissage, c'est-à-dire qu'on travaille à la nuitée et pas au taux d'occupation. Donc, c'est des taux de remplissage, c'est-à-dire que la montagne, quand on est au maximum l'hiver, on est à 52% de taux de remplissage sur la vacances d'hiver. C'est le cas aussi sur le littoral l'été, on est à 57-58%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même quand on est rempli qu'à moitié en fait. D'accord? C'est-à-dire que quand on est en pleine saison et qu'on se dit on est au taquet, là on a fait le plein, en fait on a fait le plein à moitié en fait. Parce qu'il y a tout un tas de lits qui n'ont pas le même mode de fonctionnement, et forcément il y a toute une économie, c'est ce qu'on appelait les lits froids, les problématiques de lits froids que connaît bien effectivement aussi André. C'est toutes ces mécaniques-là de remise en marché des lits qui est plutôt impactant. Pardon, excusez-moi, vous voulez poser une question? Oui, pardonnez-moi. C'est un tableau intéressant sur l'année 2020 qui concerne... Oui, Jean-Pierre Chaffelin, vice-président de l'agglomération des Sables-d'Olonne en charge du tourisme. Ce tableau est intéressant et il compare deux types donc, de tourisme, le montagnard et au bord de mer. Personnellement, ce qui m'intéresserait, est-ce que vous avez un tableau qui permet de voir l'évolution sur 10 ans des périodes de fréquentation sur le littoral? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la fréquentation reste toujours au mois de juillet-août ou est-ce qu'elle est un petit peu plus longue? Voilà, on recherche une prolongation de notre accueil. Donc, je voudrais savoir si dans les faits, c'est possible. C'est avéré. Merci de votre question. Alors simplement, nous avons ces éléments de fréquentation sur la montagne, puisque c'est notre ADN et on suit la montagne depuis une quinzaine d'années. Sur le littoral, notre activité est très récente, elle date de 3-4 ans. Notre premier client littoral, c'était la commune d'Argelès-sur-Mer, et maintenant on est présent sur beaucoup de stations d'Occitanie et d'autres encore. Donc je n'ai pas ce recul sur 10 ans. Par contre, ce qu'on peut vous dire dans toutes les enquêtes, parce qu'on mène à peu près 50 à 100 000 enquêtes de comportement par an auprès des consommateurs et des ce qu'on appelle des access panels, c'est-à-dire des Français représentatifs des Français qui partent en vacances. Ce qu'on voit de manière très flagrante, c'est qu'on a quand même une concentration, bien évidemment, sur juillet-août, plutôt sur août, parce qu'on a un vrai décalage, on va dire, le mois de juillet, il se décale sur le mois d'août de manière générale, donc le mois de juillet perd un petit peu en puissance, c'est le mois d'août, et on a de plus en plus un débordement, effectivement, sur septembre, avec plein de populations qui sont extrêmement intéressés par septembre, qui sont les jeunes couples ou les seniors, etc. Et puis aussi des populations étrangères, on verra peut-être revenir un petit peu cette année, puisqu'on sait que les Anglais, les Allemands de manière générale, ce sont plutôt des gens qui privilégient les périodes qui sont hors vacances françaises, donc qui vont privilégier les grands week-ends de mai, effectivement, ou de juin, avant les grandes vacances françaises, ou de septembre. Et c'est ce qui fait effectivement qu'on arrive à élargir plus facilement sur le littoral qu'en montagne la saison estivale. Ça, c'est incontestable. Quelques éléments de projection pour vous montrer effectivement ce que l'on sort. Donc ça, c'est il y a quelques semaines en arrière. On a des courbes effectivement de fréquentation qui reposent ici sur un échantillon de plus de 700 000 lits sur le littoral, la montagne et la ville, et qui nous montrent aujourd'hui les projections qu'on est capable de faire à date sur le mois d'août, sur le mois de septembre 2021. C'est la capacité qu'on a à connecter effectivement ces outils ces hébergeurs pour effectivement agréger de la donnée et donner des projections de remplissage. Encore une fois, ces projections de remplissage, elles sont extrêmement importantes pour les marketeurs et les techniciens de votre territoire, notamment pour mettre en place des plans d'action commerciaux pour faciliter la dynamique collective, mais elle est aussi très importante pour vous, élus, puisque ça vous permet effectivement d'anticiper. Alors là, on parle bien sûr d'août, c'est pas une nouveauté pour vous, il y aura du monde en août, mais quand on regarde les problématiques sur les week-ends de mai et autres, on parlait tout à l'heure de surfréquentation, voilà, ça permet effectivement d'anticiper. Nous, on voit bien à Argelès-sur-Mer ou à Collioure, les maires sont des grands friands de ce type d'outils. Ça leur permet d'anticiper les problématiques de ressources, d'effectifs autour de la police, de la sécurité, bien évidemment, et surtout autour de la propreté aussi de la ville, pour ceux qui sont très attachés à tout ça. Et puis, pour conclure, parce que comme ça j'aurais tenu les 10 minutes sur le sujet,
Ce qu'on peut dire que les grandes périodes de développement touristique, elles sont plutôt révolues. Aujourd'hui, on est plus sur les problématiques d'organisation de l'espace. Nombreuses sont les stations aujourd'hui qui calent leur modèle économique sur on va dire, l'arrivée de nouveaux lits sur leur territoire. Alors quand on est dans ces problématiques-là, il faut avoir une très bonne connaissance de la structure de ces lits pour pouvoir adapter et réfléchir à quelle est la pertinence sur mon territoire, si j'ai du PLU, si j'ai dans le cadre de mon PLU, de mon SCUT, si j'ai du mètre carré disponible, quelle est la pertinence sur mon territoire d'installer quel type de lit. Est-ce que c'est plutôt de l'hôtellerie que je vais rechercher? Parce qu'aujourd'hui, on a un petit maillon faible sur l'hôtellerie. L'hôtellerie en France, c'est 4% de l'offre touristique en France, l'hôtellerie. Donc on a un vrai maillon faible sur le sujet. On sait que les résidences de tourisme, c'était un sujet à part entière, mais les modèles de résidences de tourisme sont en train de fortement évoluer aujourd'hui avec les foncières et autres. Mais on sait que c'est aussi des lits qui apportent une très très grande valeur à nos territoires. On a aussi des maillons type centre et village vacances qu'on pourrait aussi forcer dans l'accueil familial, la recherche d'accueil familial. Donc la bonne connaissance de la structure de nos lits, ça va aussi, on va dire, nous aider et vous accompagner, on va dire, dans la réflexion sur comment je vais attribuer les mètres carrés supplémentaires. Après, la mutation de l'offre de lit, elle est engagée, vous l'avez bien compris. On a une grosse mutation de l'offre de lit, on l'a vu tout à l'heure sur la montagne avec les fins de beau, mais aussi l'hôtellerie, mais aussi le particulier à particulier qui prend une dimension nouvelle avec l'émergence de ces nouvelles plateformes. L'offre hôtelière, je le redis ici, elle est extrêmement impactante pour la suite des événements et il faut à quelque part un peu la protéger. Et puis ne pas oublier aussi dans les comportements des clients cette vraie tendance comportementale. À prendre aussi en compte dans ces nouveaux établissements ou dans la réhabilitation de ces établissements, que ce soit pour la construction, pour l'alimentation, les circuits courts, les matériaux utilisés bien évidemment. Et puis on en parlait tout à l'heure, j'ai souvent entendu par l'Assemblée ce matin parler d'environnement, de flux décarbonés. Bien évidemment, la tendance du consommateur aujourd'hui elle est de plus en plus forte en matière d'environnement et on sait que demain, de plus en plus, les gens ils choisiront leur destination touristique en fonction effectivement de la qualité environnementale du lieu. Donc si vous êtes sur le littoral et que vous êtes pavillon bleu, c'est toujours un plus à celui qui ne l'est pas. Le flocon vert en montagne, c'est toujours effectivement un élément supplémentaire. Donc tout ça, c'est extrêmement important et ça va jusqu'à l'hébergeur en fonction de ce qu'il a proposé dans son hôtel, au déjeuner. Si c'est des circuits courts, ce sera toujours plus facile si le met en valeur, effectivement, que d'autres non. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis l'autre point qui est aussi intéressant, c'est aussi tout ce qui est lié à la porosité du temps de travail et du temps de vacances. On va avoir de plus en plus avec le télétravail qui a pris un essor nouveau, des gens qui vont être sur des sites de vacances pour travailler et on va avoir des séjours qui vont un peu s'agrandir, que ce soit dans nos destinations touristiques ou que ce soit effectivement en campagne. Donc voilà tous ces enjeux pour demain. Et puis deux petits clins d'œil qu'il ne faut pas oublier également, c'est que vos territoires ils sont construits de la richesse de vos hébergeurs, que ce soit des professionnels, des hôteliers, de l'hôtellerie de plein air, des résidences de tourisme, mais aussi de la richesse de ceux qui ont acheté des biens chez vous, le propriétaire, qu'il faut absolument remettre au cœur de vos préoccupations, au cœur de leurs relations, puisque ce sont eux qui contribuent très largement effectivement à la richesse de vos territoires, parce qu'ils vont occuper leurs biens, parce qu'ils vont le mettre effectivement en marché pour y accueillir des touristes et les accueillir le mieux possible, parce que on est toujours en train de se dire qu'il faut qu'on soit sur Instagram, Facebook, en fait les premiers ambassadeurs de vos territoires, ce sont vos propriétaires, donc c'est eux aussi qu'il faut remettre effectivement aussi au centre de vos préoccupations. Voilà pour ce que je voulais partager effectivement avec vous ce matin. Merci pour ces données. Je crois que c'était important de pouvoir dire qu'il y a la possibilité d'avoir cet observatoire et que l'observatoire est quelque chose donc d'essentiel et d'important. On hérite forcément de la structure d'hébergement de nos stations qui peut être différent d'un lieu à l'autre, d'un territoire donc à l'autre, ou même d'une commune touristique donc à l'autre. L'histoire donc est là pour le dire. J'aurais simplement une question. On a aussi de plus en plus de tourisme d'itinérance et je pense que Laurent Maurice nous en parlera tout à l'heure donc là-dessus. Est-ce que l'on arrive avec cet observatoire à mesurer aussi donc tout ce qui est du tourisme, parce qu'il y a aussi un tourisme de proximité. On a tous un tourisme de proximité, on est tous à proximité de centres urbains donc importants. Et au-delà du tourisme de proximité, il y a aussi tout ce tourisme d'itinérance. Est-ce que les observatoires ou l'observatoire permet de mesurer un peu ces flux ? Alors aujourd'hui, les outils proposés, alors par nous mais d'autres aussi, permettent effectivement de mesurer le tourisme de séjour à minimum une nuit. Ça, c'est extrêmement facile parce qu'on est connecté avec les hébergeurs. Donc l'itinérance, ça peut être aussi passer une nuit ici et passer le lendemain. Donc ça, on sait forcément le mesurer.
Le tourisme de proximité, c'est aussi lié à vos propriétaires, en fait, hein, parce qu'en général, ce sont plutôt des gens qui sont dans un rayon finalement pas si éloigné que ça de leurs biens. Donc, c'est aussi à prendre en compte et c'est les remettre au centre du dispositif pour aussi favoriser ce tourisme de proximité. Et le tourisme, ce qu'on appelle le tourisme des excursionnistes, des visiteurs à la journée. Aujourd'hui, effectivement, des gens qui peuvent venir sur votre territoire, passer une journée et repartir sans y passer la nuit. On arrive à mesurer effectivement aussi ces flux à travers des dispositifs, notamment proposés par nos partenaires, en l'occurrence Orange et le dispositif Fluvision Tourisme, qui vous permet effectivement de mesurer les flux en cours de journée d'un endroit à un autre et de mesurer les gens qui sont venus sur votre espace sans y passer la nuit et qui sont restés un minimum 3 ou 4 heures de manière à pouvoir borner leur téléphone et voilà, de mesurer la volumétrie que ça représente. Voilà, donc aujourd'hui, il y a plein d'outils à votre disposition. On ne peut pas aujourd'hui piloter un territoire sans observatoire de manière générale. Il faut des clés d'entrée, de la data pour piloter au mieux, que ce soit sur la partie technique ou marketing ou commercial, pour anticiper. Aujourd'hui, il faut absolument se nourrir d'observatoires, mais la montagne, pour le coup, est plutôt un territoire très engagé dans l'observation, et le littoral, on sent que ça le devient de plus en plus, et comme la partie urbaine d'ailleurs avec l'hôtellerie, qui sont très à l'aise sur les problématiques de pilotage. Vous avez d'autres questions? Ah bon. Merci Gilles Hervial pour sa présentation. Mais effectivement, il faudra qu'on s'interroge aussi sur d'autres territoires, parce que les villes ont été très impactées par la crise, et puis d'autre part par les stations thermales, qui ont aussi, je dirais, vraiment des spécificités au niveau de l'hébergement. Donc voilà, donc il faudra qu'on continue cette étude. Et merci Géraldine. Oui, donc effectivement, cet observatoire est nécessaire en sortie de cette crise sanitaire et de ses conséquences. Alors notamment sur l'hôtellerie, je l'évoquais tout à l'heure, hein, l'hôtellerie familiale est peut-être celle qui risque d'être le plus impactée, hein, parce qu'avec des structures financières qui sont plus légères, avec des niveaux d'investissement, de mise aux normes qui sont importants, qui l'ont été ou qui le seront s'ils doivent se mettre aux normes. Et donc le nombre d'établissements diminue chaque année. Hein. Vous l'avez évoqué, Gilles Hervial, hein, ça ne représente que 4% de l'offre touristique, et c'est une vraie problématique parce que c'est la nécessité de maintenir une hôtellerie dans nos stations, elle est essentielle. Parce que l'hôtellerie, c'est aussi du renouvellement du quotidien. Ça permet de faire vivre nos stations longtemps, plus longtemps sans doute, mais pour cela, il faut qu'ils restent ouverts aussi plus longtemps, ces hôtels. Alors comment faire pour que les hôtels, les inciter à rester ouverts plus longtemps? Et ça fait du brassage de population, ça fait aussi potentiellement des gens, quand ils viennent à l'hôtel, ils peuvent revenir, ils peuvent aussi demain s'installer plus définitivement. Et quand on parle aussi hier on l'a vu, le poids du bouche à oreille en matière d'attractivité, c'est essentiel. Et donc, qui plus que les gens qui fréquentent nos hôtels sont en capacité de jouer sur ce bouche à oreille. Alors, normalement, Laurent Duc, qui était président de la branche hôtellerie de l'UMI, devait intervenir pour évoquer la situation, enfin leur vision, vous, au sein de l'UMI, de l'évolution de l'hôtellerie. Donc, il n'est pas présent ce matin, Géraldine, je pense. Non, donc il s'est excusé il y a une heure. Voilà, donc le sujet, on l'a évoqué hier aussi en conseil d'administration, c'est la problématique de la transmission de l'hôtellerie familiale, notamment. Et là, c'est une vraie problématique. Donc, il y a la loi 3DS qui va sortir à un moment donné. Il paraît qu'il faut à nouveau l'appeler 4D. Ah bon, d'accord. Hier soir, le capitaine de Gouraud m'a dit arrêtez de parler de 3DS. On a changé 4D. Ah, peut-être que... Vous n'êtes pas au courant, d'accord. Du coup, on reparle de 4D maintenant. On verra ce que la ministre nous dira tout à l'heure, puisqu'elle nous rejoint à 14h30. Donc, pour faire du Citroën, c'était une mauvaise idée de l'appeler DS. Moi, il fallait revenir à 4D. Donc là, il faut dire 4D à nouveau. On va voir, peut-être on va un voir. nouveau scoop cet après-midi. Donc on l'appelle 4D, c'est l'origine, elle était 4D. Et donc effectivement, on a aussi évoqué la loi Dutreil, le pacte Dutreil sur la transmission, qui pour l'instant, au niveau de l'hôtellerie, n'offre pas de possibilités réelles. Donc il y a des évolutions à faire, parce que c'est vital. Hein. C'est le maintien de notre hôtellerie et notre hôtellerie familiale pour les petits hôtels. Les hôtels, il faut qu'il y en ait pour toutes les populations, pour tous les visiteurs de toute taille.
Et c'est un élément essentiel de l'attractivité de nos stations. Peut-être juste dire un petit mot, parce que vous Oui. avez été quand même précurseur à Perros-Guirec Mhm. sur comment préserver les hôtels. Et ça fait l'objet d'un amendement qu'on dépose. Donc je dis ça devant monsieur le sénateur, parce qu'effectivement, on dépose un amendement pour essayer, dans les PLU, de garder la destination, justement, hôtellerie, quand on peut, pour éviter qu'il y ait une vente à la découpe. Et c'est vrai que Perros-Guirec a été... Voilà, oui, c'est mon prédécesseur Yvon Bonneau, au moment de la mise en place du PLU en 2005, avait fait inscrire dans le PLU un dispositif qui empêchait le changement de destination des hôtels. Pour cela, il fallait des éléments objectifs, et donc la règle qui avait été établie, il fallait que l'établissement ait un accès direct à la mer ou vue directe sur la mer. Et donc c'est passé, c'est extrêmement borderline parce que dans la liberté d'entreprendre, de vendre, mais c'est passé. Et donc en fait, il y a eu 8 établissements sur Perros-Guirec qui ont été identifiés. Hein, et ces établissements n'ont pas pu changer de destination. Il y en a un notamment emblématique sur la plage de Saint-Guirec à Ploumanac, qui était un établissement de vacances de l'armée et qui forcément était, vu son emplacement, était très solide. Enfin, l'armée était très sollicitée par les promoteurs, et donc nous l'avons gardé. C'est devenu un des établissements emblématiques de Perros-Guirec. Et donc aujourd'hui, et ce qui nous a permis de maintenir une dynamique dans l'hôtellerie, puisque forcément, plus il y en a, plus il y en a des projets. Et aujourd'hui, Perros-Guirec, on a 20 hôtels encore. Hein. On est la station bretonne à avoir le plus de littoral, le plus d'hôtels. Et tous les hôtels de Perros-Guirec sont aux normes, investissent lourdement. On a 2 autres très gros projets. Donc ça crée une dynamique d'hôtellerie de toute manière. C'est ça, il faut éviter d'entrer dans une spirale de fermeture d'hôtels, parce que c'est terrible quand ça s'amorce. Et donc voilà, et ça a bien fonctionné, hein, puisqu'aujourd'hui, on a une hôtellerie qui est très, très bien aux normes, très attractive et qui fonctionne bien. Et ça permet aussi à Perros-Guirec de vivre toute l'année, parce que les 2/3 de ces hôtels restent ouverts toute l'année. Non, pas du tout. On les a pas aidés. Il y a des dispositifs qui sont au niveau de la communauté d'agglomération, hein, mais c'est sur des tout petits niveaux d'aide. Donc, on n'a eu aucune intervention financière pour les aider. Et après, c'est toujours ce que j'évoquais, hein, l'attractivité en termes d'investisseurs, hein, et ça fonctionne. Donc ça, c'est un sujet qu'il faudrait vraiment inscrire, parce que c'est vraiment un élément structurant pour nos stations. Donc voilà, alors au-delà de l'hôtellerie, dans l'hôtel, il y a aussi forcément l'évolution, je l'évoquais tout à l'heure, des usages, hein, en matière de réservation, d'utilisation des chambres. On l'a évoqué, le télétravail, hein, aujourd'hui des chambres d'hôtel qui peuvent être utilisées pour du télétravail, donc des séjours qui s'allongent un peu aussi, hein, au lieu que ça soit le week-end, ça peut être 4 jours, 5 jours, et dont 2 consacrés au télétravail. Je ne sais pas si les employeurs, quand ils savent que leurs salariés vont passer 4 jours dans un hôtel, dont 2 consacrés au télétravail, ça soit rassurant sur le rendement. Mais enfin bon, après tout, ce sont des évolutions. Et donc pour ça, eh bien, effectivement, il y a des établissements qui se sont rénovés pour s'adapter à ces changements d'usage ou de pratique. Voilà, et donc je vais céder la parole à Marina Hoffel de Villaucourt. Belle transition. Voilà, n'est-ce pas? Vous voulez que je me lève peut-être si vous avez la présentation. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour cette organisation, Géraldine, parce que ça fait très plaisir de se voir en vrai. Vraiment, là, les visioconférences commencent à avoir leurs limites. Je suis Marina Hoffel de Villaucourt. J'ai eu le privilège d'avoir mon nom affiché pendant 2-3 secondes. Je suis ravie. Je suis responsable affaires publiques du groupe Elio GOPLC, qui est partenaire de l'ANET depuis plusieurs années. Et donc, du coup, nous sommes un groupe de services en efficacité énergétique. Nous accompagnons tous les secteurs dans leur maîtrise de la consommation d'énergie. Et évidemment, vu le thème de cette tribune, de cette table ronde, la rénovation énergétique nous semble un levier optimal pour optimiser financièrement, écologiquement, énergétiquement, mais aussi socialement, les hébergements touristiques. Ça va être assez rapide. Je vous rappelle rapidement, à notre sens, quels sont les atouts de notre secteur d'activité. Et ensuite, rapidement, notre groupe, en quoi on s'insère dans ce secteur, en quoi on offre nos services aux hébergements touristiques, au secteur hôtelier. Et enfin, très rapidement, je sais que le temps court, nous avons des cas concrets, au moins pour vraiment mettre des chiffres derrière notre présentation.
Rapidement, vous le savez déjà très bien, les travaux de rénovation énergétique permettent déjà d'économiser de l'énergie. Donc évidemment, c'est un atout pour optimiser vos hébergements. Les travaux d'économie d'énergie, on pense à l'isolation, au chauffage, éclairage, également récupération des eaux grises sur piscine, bref, énormément de travaux qui permettent un gain énergétique et donc évidemment de diminuer le budget mensuel, annuel, dédié pour vos infrastructures. Évidemment, ce delta qui est dégagé peut évidemment servir à investir, développer des infrastructures, recruter, déployer ces prestations. Un autre atout, ça a été d'ailleurs évoqué tout à l'heure, c'est la tendance environnementale. Évidemment, des travaux d'économie d'énergie permettent une valeur patrimoniale développée, énergétique, mais également environnementale. Enfin, un atout qui me semble, vu que c'est mon domaine juridique, assez essentiel, ça répond aujourd'hui à une obligation réglementaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le décret tertiaire a été entré en vigueur en 2019. Il impose une double obligation aux bâtiments de services de plus de 1000 m² de superficie, donc tertiaire public et privé, une double obligation de diminution de la consommation d'énergie, progressivement, donc jusqu'en 2040, 2050, et également une obligation de transmission de données de consommation d'énergie à l'ADEME sur une plateforme qui s'appelle Opérate. Donc évidemment, les travaux de rénovation énergétique et également le pilotage de la consommation d'énergie nous semblent un atout essentiel pour répondre tout bêtement à la réglementation. Et chez nous, chez Elio, on s'efforce évidemment d'accompagner tous les secteurs d'activité, mais également le tertiaire, dans la satisfaction de ces obligations réglementaires et dans l'optimisation de ces hébergements touristiques. Donc très rapidement également, le groupe Elio vous avait déjà été présenté. On s'appelait GOPLC avant, je pense que c'est resté sur la présentation. Aujourd'hui, on est en transition de marque sur Elio. On est un groupe qui existe depuis 2008. Donc on est donc déployé sur le secteur de l'efficacité énergétique. On accompagne tous les secteurs, comme je l'ai très bien dit, dans leur maîtrise de la consommation d'énergie. Et très concrètement, en quoi ça consiste ? Eh bien, nos 200 salariés, notre bureau d'études intégré, proposent des audits énergétiques. Nous allons sur le terrain avec nos ingénieurs, nous préconisons, auditons techniquement les travaux potentiels. Une deuxième partie, sur mesure, c'est évidemment d'échanger avec vous sur vos besoins, sur également votre budget. On regarde également la réalisation des travaux. Donc on peut le réaliser par nos artisans partenaires, mais également par les vôtres, si vous avez déjà votre réseau agréé. Et enfin, le nerf de la guerre, c'est évidemment le financement. C'est notre cœur de métier, il faut quand même le dire. Depuis 2008, on a une expertise assez bien déployée administrativement, réglementairement, pour réaliser les démarches administratives pour obtenir des aides financières. Donc la première aide financière, c'est pour nous le certificat d'économie d'énergie. Aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards d'euros qui sont versés sous forme de primes financières pour financer ces travaux. Ça marche pour les ménages, pour les syndics de copropriété, et évidemment, le secteur tertiaire en est largement bénéficiaire. Ces aides sont complétées aujourd'hui par les aides au plan de relance, qui sont administrativement assez compliquées à obtenir. Et là-dessus, on a une équipe dédiée au déploiement des démarches administratives pour les obtenir. Enfin, le dernier sujet, c'est surtout le pilotage de la consommation d'énergie, parce que des travaux efficaces ne sont efficaces que si on pilote sa consommation. Et là-dessus, de nombreux logiciels existent pour piloter sa consommation d'énergie et répondre à l'obligation du décret tertiaire, tant que faire se peut. Tout ce sujet se déploie évidemment pour les hébergements touristiques. Quelques chiffres clés. Jusqu'à maintenant, nous avons versé plus de 650 000 euros de primes, donc C2E, le sigle de certificat d'économie d'énergie, versés pour des travaux d'économie d'énergie au sein des hébergements touristiques. Donc c'est très concret, ça permet vraiment de financer, voire de financer à 100% ces travaux d'économie d'énergie qui permettent d'optimiser très rapidement vos hébergements. Nous avons donc calculé, depuis que l'on travaille avec ce secteur, plus de 300 opérations ont été réalisées, isolation, chauffage, fenêtres. Vous avez plus de 200 travaux qui sont possibles. Donc il faut vraiment réaliser un audit et échanger avec vous, car une multitude de possibilités sont offertes. Et évidemment, les hébergements touristiques concernent le tertiaire privé, mais le tertiaire public est évidemment concerné par tous ces financements et ces types de rénovation. Et les cas concrets, aujourd'hui, sont celui-ci. Là, par exemple, nous avons envisagé le cas d'un hôtel qui existe, qui est en Seine-Maritime. Et donc, in abstracto, on a pu auditer tous ces travaux potentiellement réalisables.
Donc vous voyez, c'est très varié, isolation des murs extérieurs, fenêtres, etc. Et à côté, nous avons simulé toutes les aides financières qu'on peut optimiser, mobiliser pour le financement de ces travaux. C'est un calcul comme ça abstrait, hein. Évidemment, il faut aller plus dans l'audit et dans les échanges avec les bénéficiaires. Mais nous avons bien estimé qu'il y avait plus de 200 000 euros d'aides financières quand même qui pouvaient être obtenues, donc préfinancées ou financées en fin de travaux, donc ce qui couvre 27% du montant des travaux. Donc ce n'est pas quand même négligeable. Et encore une fois, c'est une estimation. Concrètement, quand on vient sur le terrain, on peut toujours optimiser ce financement. Également, nous avons aussi des possibilités de financement à 100% de certains travaux. On appelle ça des offres intégrées chez nous, c'est-à-dire que c'est des travaux qui sont financés entièrement au moment de la réalisation. Donc c'est des travaux assez simples, hein, mais qui peuvent donner un peu une idée de ce qui est possible de faire dans les travaux d'économie d'énergie, dans l'optimisation de ces hébergements. Là, aujourd'hui, on a réalisé donc l'installation du système hydroéconome, très très simple, mais qui permettent quand même d'économiser 30% d'économie d'eau et 7% dans la consommation d'énergie d'eau chaude. C'est concret, c'est financé jusqu'à 100%, c'est très rapide, et on a déjà donc des retours d'expérience qui sont plutôt positifs. Donc dans l'hôtel d'Holiday Inn à Cannes, donc c'est vraiment un exemple concret qui peut se déployer aussi dans vos hébergements. Dernier cas concret, d'ailleurs Géraldine, tu l'as vu de tes propres yeux, l'hôtel Saint-Régis qui a entrepris un chantier en plein Covid. On le répète très souvent à nos bénéficiaires, les travaux de rénovation énergétique permettent aussi d'optimiser ces hébergements, même en temps de crise, et au moment où le déconfinement et le dynamisme pourraient revenir. Et c'est ce qui a été le cas pour l'hôtel Saint-Régis, des travaux très simples également, du calorifugage, l'isolation de tuyaux d'eau chaude sanitaire, qui permettent quand même un 15% de gain énergétique. Et ces travaux, aujourd'hui, sont financés jusqu'à 100% par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, notamment. Donc ça a été un travaux réalisé cette année. Donc je pense que les directeurs en sont très contents et ils sont en train d'entreprendre d'autres types de travaux qui sont peut-être pas financés jusqu'à 100%, mais qui a un préfinancement assez conséquent. J'ai été assez rapide, mais au moins ça permet de laisser le temps à des questions. Efficace ? Est-ce que vous avez des questions ? Enfin, ce qui est certain, on voit que je ne suis pas sûr que tous nos hôteliers soient au courant de ces dispositifs. Et donc, c'est aussi notre rôle, je pense, pour les préserver et puis leur permettre en exploitation de faire des gains, de les informer. Donc, ça, c'est vrai qu'on met un point d'honneur à la formation aussi. Hein. N'hésitez pas, en tout cas, à venir nous poser des questions. On réalise beaucoup de formations sur place. Donc, elles sont gratuites. Hein. Vraiment, fait partie de la prestation d'informer les TPE, PME et grandes structures hôtelières pour vraiment connaître le potentiel des économies d'énergie. S'il n'y a pas de questions, donc on passe au point suivant dans les catégories d'hébergement, les meublés de tourisme. On l'a vu tout à l'heure, ils ont été cités, on peut les classer un peu dans les professionnels, mais surtout de particulier à particulier. On sait particulièrement que les meublés de tourisme, ils existent en France depuis longtemps. Ils ont été définis par le Code du tourisme. J'en rappelle un petit peu les grandes lignes, villas, appartements, studios meublés, usage bien sûr locatif, offert à la location à une clientèle au passage qui n'y lie pas domicile, qui n'effectue un séjour caractérisé par une location la journée, semaine, mois. Ça, c'est la définition de l'article. Les meublés peuvent être l'objet d'un classement, on le sait, d'une labellisation, on le sait aussi. Ils doivent être déclarés en mairie. Et puis, il y a un certain nombre de lois qui ont précisé un certain nombre de choses. La loi Allure, la loi numérique, la loi Elan, la loi sur l'engagement de proximité. Mais je pense que M. Duc va nous en parler. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, en tout cas, ils prennent sûrement un nouvel essor avec le développement des outils numériques qui permettent effectivement de mettre en ligne, d'avoir une visibilité qui n'existait pas avant. Donc c'est sûr, et qu'ils peuvent effectivement interroger, mais en tout cas bien réguler. Donc ces fameuses plateformes de réservation en ligne, elles peuvent aussi constituer donc une opportunité aussi bien pour les particuliers qui peuvent mettre, mais aussi bien pour les territoires. On a vu donc la place qu'elles pouvaient tenir, et ils sont mobiles, et en tout cas ils peuvent constituer et générer de nouveaux revenus sur ces territoires, on le sait.
On sait aussi que ça peut être l'objet de tensions, de fortes tensions sur le marché du logement, là où il y a effectivement dans les communes qui connaissent de fortes tensions, le développement des meublés peut entrer en concurrence avec les logements qui sont destinés à la population permanente. Bon, c'est peut-être pas trop le cas dans nos communes, sauf peut-être dans des villes touristiques, Nice et autres, mais vous nous en parlerez encore une fois. On sait aussi que ça peut être l'objet de générer des nuisances, on le sait, ça c'est des points sur lesquels, et puis concurrencer aussi l'offre hôtelière d'une certaine façon, plus peut-être par rapport à la résidence de tourisme. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de réglementations et de changements, par les changements d'usage, par le numéro d'enregistrement, mais ça, je vais laisser la parole à M. Duc, qui est chargé de mission, Buck, pardon, qui est chargé de mission auprès de la sous-directrice du ministère de la Cohésion du Territoire, pour nous faire un point sur un document sur lequel, effectivement, on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises, introduit par la ministre, et ce guide pratique de la réglementation des meublés de tourisme. Et on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, comme je le dis, je m'appelle Gwenolé Buc. Alors, je suis maintenant chargé de mission auprès du sous-directeur. Je ne sais pas si on peut appeler ça une transition de marque, mais c'est un sous-directeur maintenant, en tout cas. Et on dépend maintenant du ministère de la Transition écologique, ce qui ne change pas grand-chose à notre travail au quotidien, mais en tout cas, que vous le sachiez. On m'a demandé de vous présenter un peu le processus de concertation sur les meublés de tourisme. Ce qui permettra, mais ça n'empêche que je pourrais éventuellement répondre à des questions s'il y a des questions plus sur le contenu de la législation, si vous avez des questions que vous vous posez localement. Mais donc je vais vous parler plutôt des processus, de comment on fait pour associer les collectivités territoriales, les associations d'élus, notamment l'ANET, avec qui on travaille beaucoup dans le cadre de cette concertation. Donc, c'est parti d'un constat qui est celui qu'en fait, donc les meublés de tourisme, ça existe depuis très longtemps en France, mais se sont énormément développés depuis l'arrivée des outils numériques, et surtout c'est 2013 vraiment qui voit l'essor des meublés de tourisme en France. D'abord dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, et puis maintenant, et puis alors de plus en plus aussi depuis la crise, il y a un développement très fort dans les communes littorales, les communes de montagne, et puis même maintenant dans les communes plus rurales qui n'avaient pas jusqu'à présent d'offres touristiques bien définies, mais qui sont, je pense que M. le confirmera, qui font partie des cibles dans lesquelles les meublés de tourisme comptent se développer. C'est lié évidemment aussi au télétravail, puis à la redécouverte d'un tourisme plus local. Donc dans ce cadre-là, la ministre Emmanuelle Vergon a lancé à l'automne 2020 une concertation, d'abord avec les collectivités territoriales, qui avait pour but d'identifier un peu, puisque la réglementation s'est développée aussi depuis 2013, depuis 2014, progressivement, et qui avait pour but de faire déjà une étape sur la réglementation. Est-ce qu'elle est bien connue? Est-ce qu'elle est bien appliquée? Est-ce qu'elle est adaptée aux besoins des collectivités territoriales? Et est-ce qu'on a besoin de la modifier immédiatement, ou est-ce qu'on a surtout besoin de la stabiliser et de faire en sorte qu'elle soit mieux comprise et mieux appliquée? Alors, a priori, ce qui est ressorti de cette concertation, c'est que c'était la deuxième option. Et donc, on a élaboré une feuille de route qui a été signée le 5 février 2020, notamment par l'ANET, et qui fixe le cadre des travaux pour la prochaine année environ, des travaux qu'on compte mener ensemble pour améliorer la mise en œuvre améliorer la connaissance de la situation des meublés de tourisme en France et améliorer la mise en œuvre de la réglementation et de la législation existante. Depuis, les plateformes ont été associées, et un certain nombre d'acteurs de la recherche, d'experts, que nous sollicitons régulièrement dans nos groupes de travail. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette feuille de route? Donc, elle est organisée en axes qui comprennent des actions. Le premier axe, c'est d'améliorer la connaissance du secteur et des situations locales à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau national, on a un certain nombre de connaissances et d'études, mais qui méritent d'être complétées. On a une vision beaucoup moins bonne de ce qui se passe au niveau territorial, au niveau local, sauf sur quelques grandes villes qui font l'objet de nombreuses études, mais notamment le développement des meublés de tourisme dans les petites communes, c'est quelque chose qu'on appréhende encore peut-être insuffisamment, et ça nécessite parfois aussi une réponse, une régulation spécifique qui est peut-être encore amenée à se développer.
Donc pour ça, on a créé un groupe de travail permanent qui existe en 2 formats. Donc le format COPIL, qui est le format plus politique, qui est généralement présidé par la ministre et qui a pour vocation de présenter les grandes étapes de la régulation, les études un peu structurantes, les choses plus du format ministre. Et on a ce groupe de travail existe aussi en format technique, qui est animé par les services, en l'occurrence moi, et qui, lui, a l'objet de faire le point sur l'avancée de la recherche un peu plus au quotidien, d'examiner des thématiques spécifiques. On a fait notamment les 2 premières séances. L'une était consacrée aux données disponibles localement pour observer la situation et connaître la situation des meublés de tourisme sur son territoire. Et une deuxième, à laquelle M. Léon nous a fait le plaisir d'intervenir, qui a été consacrée aux enjeux de la régulation des meublés de tourisme dans les communes autres que les grandes métropoles. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un fonctionnement tripartite, même quadripartite en fait, puisque à chacune de ces séances intervient l'État, interviennent les collectivités, interviennent des chercheurs, et puis interviennent aussi évidemment les plateformes qui participent également à ces groupes de travail. Ensuite, le deuxième axe, c'est d'aider les collectivités à disposer d'un référentiel. Bon, le titre, ça veut dire mieux connaître les meublés de tourisme sur leur territoire. On a prévu 2 actions sur ce sujet. L'une sur laquelle je voudrais m'attarder un tout petit peu tout en restant dans le temps imparti, n'est-ce pas, c'est le guide pratique de la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. J'ai eu le grand plaisir tout à l'heure, en me baladant dans la salle dans l'amphithéâtre, de voir des gens qui l'avaient à la main. Donc ça m'a fait un grand plaisir. Donc c'est... oui, bah, bon, officiellement, c'est la ministre qui c'est moi qui l'ai écrit, mais bon. Voilà. Donc ce guide pratique, il a pour objectif de présenter la réglementation telle qu'elle existe, et surtout, ça doit être quelque chose de très pratico-pratique à service des collectivités territoriales. Concrètement, on essaie de se mettre dans la peau d'un maire ou de quelqu'un d'un service technique local qui se dit est-ce que j'ai besoin de réguler les meublés de tourisme sur mon territoire? Soit je les régule déjà, est-ce que je le fais bien? Ou alors, est-ce que c'est adapté chez moi? C'est pas adapté partout. Il y a des endroits où il n'y a pas de problème, il y a des meublés de tourisme et ça se passe très bien. Et même dans les endroits où il peut y avoir des problèmes, ça veut pas dire que les meublés de tourisme posent problème. Ça veut dire qu'il y a un manque de régulation qui ne permet pas aux meublés de tourisme d'être utiles au territoire. J'ai la conviction qu'ils peuvent l'être dans de nombreux territoires sous certaines conditions. Et donc ce guide pratique, il est... alors on en a fait une V, je crois qu'officiellement c'est la V 0.9, donc c'est encore la V1, mais qui a été soumise à la concertation de l'ANET. Donc je crois qu'on vous a fixé une date de retour assez proche, il me semble que c'est le 2. Non, le retour, je crois que c'est jusqu'au 2 pour Alors il y avait les concertations sur le sommaire, et là on vous a envoyé le guide avec le texte dedans. Donc c'est 20 pages, mais ça se lit comme un roman. Donc voilà. Alors il y aura je comprends que, ayant un congrès, je comprends que ce week-end c'était pas pratique, mais on pourra peut-être faire une exception et laisser quelques jours de plus à l'ANET, mais que à l'ANET, parce qu'après moi je pars en vacances aussi. Ce guide sera complété par des fiches pratiques qui seront plus ciblées pour les investisseurs, les gens qui, localement, et qui pourraient éventuellement vous être utiles aussi pour si des gens vous posent des questions. Et donc, lorsqu'il sera finalisé, ce guide sera probablement présenté par la ministre lors d'un COPIL qui sera dédié. Ensuite, je passe un peu là-dessus, mais sachez que tout de même qu'on met en œuvre une expérimentation d'une plateforme qui permettra d'améliorer les échanges de données dans le cadre de la loi Elan entre plateformes et communes. Ça, éventuellement, s'il y a des questions, pour en discuter, ou peut-être éventuellement après, mais je vais passer plus rapidement. Ensuite, le troisième axe, c'est plutôt la réponse réglementaire, compléter la réponse réglementaire ou la régulation. On a une action qu'on va plutôt commencer à y travailler à la rentrée sur les nuisances de voisinage spécifiquement, qui aujourd'hui ne sont pas... il n'y a pas de réponse spécifique autre que la réponse habituelle. Les mairies sont évidemment chargées de maintien de l'ordre dans leur commune, mais... alors c'est un problème qui est plus nouveau et c'est un constat partagé qui est fait par les communes, qui est fait par les plateformes aussi. Les plateformes sont tout à fait conscientes de ce que les surconcentrations de meublés peuvent entraîner des nuisances. Et l'objectif, c'est d'y travailler. On a la conviction partagée que le plus important sur ce sujet-là, c'est de se parler,
de se comprendre et d'élaborer des outils en bonne relation entre les plateformes et les communes qui permettent de signaler les comportements qui posent problème, de signaler éventuellement soit les appartements qui sont régulièrement, qui font l'objet de plaintes régulières, éventuellement les locataires qui posent problème, de se les signaler, de les connaître, de les identifier et de permettre de répondre ainsi aux problèmes qui peuvent se poser. Donc c'est un de nos prochains grands travaux. Et puis enfin, un problème spécifique, c'est lié en fait à la loi engagement et proximité, qui a créé une procédure qui permet à certaines communes qui le souhaitent de soumettre à autorisation la location de locaux commerciaux comme meublés de tourisme. Et j'y pensais tout à l'heure parce que d'ailleurs ça s'applique éventuellement, ça s'applique aussi aux hôtels. C'est-à-dire que les communes qui mettront en œuvre cette réglementation pourront empêcher la transformation d'hôtels en meublés de tourisme. Ou du moins à se mettre à autorisation. Et ce décret est sorti le 11 juin et il entre en vigueur demain, 1er juillet. Donc c'est vraiment tout frais. Voilà globalement la concertation qui est en cours sur les meublés de tourisme. L'ANET y prend toute sa place, l'ANET participe et puis nous en remercions. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question. Peut-être le plus simple c'est de passer par Madame Leduc, par l'ANET. Et le processus de la feuille de route reste ouvert. Si vous voulez le rejoindre aussi directement, c'est évidemment possible. Je voudrais juste vous donner une petite précision, Gwénolé. En fait, effectivement, on avait un délai jusqu'au 2 juillet, donc j'ai bien répondu dans les temps, avant que le congrès commence, en disant qu'il manquait pour moi un chapitre qui est vraiment trop court sur le classement même, la procédure de classement, même si c'est la DGE et autres qui y participent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'interroge, les propriétaires ne voient pas l'intérêt du classement. Alors c'est vrai qu'André Périlla a engagé, lui, une expérimentation, enfin même pas une expérimentation, une opération qui est très intéressante. Mais aujourd'hui, comment inciter les propriétaires à classer leurs meublés? Il faut payer l'audit et compagnie. Et donc aujourd'hui, ils n'en voient pas l'intérêt. Quand on voit le client, il s'intéresse à quoi le client? Plutôt le bouche à oreille, comme on l'a vu hier par rapport à l'enquête, par rapport au site internet, par rapport à d'autres choses. Par contre, le classement préfectoral et autres n'est pas forcément mis à l'honneur. Donc voilà, donc effectivement, je vous ai répondu en disant que pour moi, il manquait un chapitre qui est vraiment important. Enfin, je pense que les maires vont peut-être rebondir dessus, mais très important. Voilà, merci. C'est d'autant plus important qu'effectivement, pour nous, les territoires touristiques, que d'avoir des meublés, c'est important, mais d'avoir des meublés classés, c'est synonyme de qualité, c'est synonyme de référencement de l'offre. Parce que c'est souvent dans ce type d'hébergement qu'on a peut-être le moins de professionnalisme et qu'il peut y avoir de plus de déception. Et c'est donc très important d'engager une démarche de classement. Ça l'est donc aussi, puisque ça permet aussi, même si la loi donc a évolué, à ce que l'on puisse percevoir aussi plus facilement la taxe de séjour et à son bon niveau de prix. Parce que si vous n'êtes pas classé, vous savez quel est le... en tout cas... le territoire, Jérémy pourrait nous en parler, toutes les problématiques de ce qui concerne la perception de la taxe de séjour. Et puis ça rentre dans une dynamique, et ça rentre aussi dans un des critères essentiels pour qu'une station soit classée station de tourisme. Et donc il faut qu'on ait, je ne sais plus combien, je n'ai plus le pourcentage, mais 70% des meublés qui soient classés. Donc cette notion de classement, c'est vrai, j'allais faire la même remarque, Géraldine. J'ai le document là du 23, le dernier, version 9. Il y a tout ce chapitre sur comment se classer, l'intérêt du classement, le pourquoi, les dispositions fiscales qui y sont rattachées ou autres, me paraît absolument important dans cette démarche. Absolument. C'est vrai, je n'aurais pas... Excusez, évidemment, j'ai bien reçu ces compléments. C'était pas tout à fait clair si c'était des... Comme ils sont arrivés tellement rapidement, je pensais que c'était encore des commentaires sur la version précédente. Mais encore, l'ANET a été extrêmement efficace. Du coup, oui, c'est bien pris. On travaille avec le ministère alors, c'est plutôt du ressort de la Direction Générale des Entreprises. Mais oui, donc on va essayer de compléter sur ce sujet-là. En termes d'incitation, moi surtout, ça apporte quelques avantages fiscaux pour les premiers qui font classer leur logement. Et puis l'autre avantage, évidemment, c'est la visibilité. Alors on me dit, c'est plus la spécialité du ministère chargé du tourisme, on me dit que ça améliore beaucoup la visibilité au niveau international, surtout que les clients internationaux sont très friands de ce système d'étoiles et que ça leur...
Mais en tout cas, on va essayer de compléter là-dessus. Et puis je crois qu'il y a effectivement 112 critères, ou je crois que c'est à peu près ça, hein, qui rentrent dans le classement, et ils ont été, ou ils vont être revus, ou ils ont été revus donc récemment. Je crois que c'est important que vous puissiez parler aussi de tout cet aspect-là. Alors, une partie de ces éléments seront peut-être aussi dans une fiche spécifique, ce qu'on appelait les fiches communicantes, parce que je ne sais pas si c'est un enjeu pour les communes ou plutôt un enjeu pour les propriétaires ou pour les communes de pouvoir informer les propriétaires, mais en tout cas, on a bien... Le référencement et la qualification de l'offre, ça rentre en tout cas dans les missions d'un office du tourisme. Et donc, c'est très important qu'on travaille là-dessus. Et autant c'est très très bien organisé au niveau des hôtels, le classement des hôteliers. Hein, tout est. Et concernant donc les meubles de tourisme, s'il n'y a pas une incitation locale, s'il n'y a pas une implication des collectivités, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas fait. Et ça va devenir très important. On prolonge ? Alors non. Donc ce qui définit les meublés de tourisme, c'est que les meublés de tourisme, c'est des hébergements qui sont à l'usage exclusif du locataire. Donc les chambres d'hôtes, généralement, vous êtes chez quelqu'un et qui n'offrent pas de service de type hôtelier. Donc, mais par contre, ça peut être professionnel, particulier. Enfin, mais ce qui est essentiel, c'est usage exclusif du locataire et pas de service de type hôtelier. Donc pas de petit déjeuner, nettoyage, changement de nettoyage, tout ça. Donc, et moi, je suis le maire de Plénave-Valandré et j'ai un souci, c'est que on crée de plus en plus de maisons, d'appartements et autres pour essayer d'augmenter la population. Et on a tout ce mobilier, tout cet immobilier qui se transforme en résidence secondaire et notamment à des fins de meublés touristiques. Et la question que je me pose, c'est y a-t-il une réglementation et peut-on contrôler? Parce qu'on a une gentrification de la population. alors, il y a l'outil principal pour empêcher ça, ça s'appelle le changement d'usage. Et alors c'est un outil qui est obligatoire dans 11 communes de plus de 200 000 habitants en France et qui peut être appliqué de manière facultative au choix de la municipalité dans les communes de plus de 50 000 habitants et au choix de la municipalité avec autorisation préfectorale dans toute autre commune. Et si vous l'appliquez, ça permet de soumettre à autorisation la transformation de tout local d'habitation, résidence principale ou secondaire, en un local à usage autre, y compris les meublés de tourisme. Donc seules les résidences principales pourront continuer d'être louées moins de 120 jours par an. Et au-delà de 120 jours, ou pour louer dès le premier jour une résidence secondaire, il faudra une autorisation. Donc, mais alors, je ne sais pas si votre commune est dans une agglomération de plus de 50 000 habitants. Oui, d'accord. Et ben, dans ce cas, ça peut être mis en place même sans autorisation préfectorale. Il faudra juste, mais le guide revient dessus, faut faire attention à ce que votre réglementation soit bien proportionnée au problème en question. C'est-à-dire vous serez éventuellement amené à le justifier devant un juge que votre réglementation est bien, est proportionnée au problème et n'empiète pas sur les droits individuels de manière excessive. Mais c'est l'outil privilégié qu'on a pour sauvegarder les résidences principales et les résidences, le logement dans les communes qui connaissent des tensions sur le marché du logement. Bonjour, Jérôme Payeni, je suis éditeur de la solution Taxe Séjour et de la solution Déclalogue qui font justement l'usage pour permettre la numérotation. Et il y a un problème assez gros qui arrive dans toutes les communes touristiques et autres, c'est le fait que beaucoup d'habitants qui résident ont construit des maisons, ont eu des enfants qui sont partis loin et qui confondent joyeusement la location chez l'habitant qui a été exclu de toute cette législation, aussi bien dans la loi Allure que dans la loi Elan, et avec le studio qui est au rez-de-chaussée, qui en fait est un vrai meublé de tourisme, sauf qu'il n'y a aucune chasse possible réalistement sur les territoires là-dessus. Donc comment faire pour que les gens comprennent que ce sont vraiment des meublés de tourisme et pas des chambres chez l'habitant, sachant que la chambre chez l'habitant, sur Airbnb, on demande un numéro d'enregistrement qu'ils ne doivent pas avoir, c'est clairement indiqué dans la loi. Donc on se retrouve à nouveau dans un truc qui est inapplicable au quotidien. C'est vrai, je peux partager votre constat qu'aujourd'hui la chambre chez l'habitant a été exclue du champ des meublés de tourisme puisqu'elle n'est pas à usage exclusif du locataire. Et il y a certainement des cas des cas limites ou des cas difficiles ou voire des cas de fraude des aussi. Milliers de cas. Possible. Alors c'est plus de la fraude par négligence. Oui.
Alors notre pari pour l'instant, c'est de mieux faire connaître la réglementation et de faire en sorte parce que ça a été fait par touches successives dans plusieurs lois successives, d'essayer de rassembler des outils de communication qui permettent de mieux connaître la réglementation déjà. Ensuite, est-ce que ça permettra de... Alors, la location de meublés de tourisme nécessite normalement une immatriculation au SIRET. C'est une obligation, c'est marqué dans tous les documents que vous diffusez. Pour autant, nulle part ce n'est appliqué, et même les opérateurs numériques ne l'utilisent pas, ni pour leur déclaration. Et là, les opérateurs numériques viennent de vous reverser à tous quelques centaines de milliers d'euros, même plusieurs millions pour certains. Les justificatifs ne contiennent pas ce SIRET, et ce n'est pas utilisé comme numéro. Pourquoi inventer un numéro d'enregistrement nouveau alors que nous avons tous, puisque la location de meublés de tourisme n'est pas une activité simple, c'est une activité commerciale qui oblige à un enregistrement SIRET, ne pas s'appuyer sur ce numéro-là pour simplifier la vie de tous les maires qui s'arrachent les cheveux et sont obligés de dépenser des heures et des heures d'agents qui n'ont pas forcément en plus les compétences en big data pour s'en sortir, pour analyser tout ça. Alors, le numéro d'enregistrement dont vous parlez a un objectif distinct. À l'origine, l'objectif, c'est de permettre le contrôle de la réglementation relative au logement, c'est-à-dire changement d'usage, 120 jours. Il n'a pas pour objectif, je ne pense pas qu'il soit dimensionné pour, de permettre de contrôler le versement de la taxe de séjour. Et donc, du coup, je pense... Il est dedans pourtant dans le justificatif. Mais c'est surtout pourquoi inventer un numéro d'enregistrement alors qu'on a un SIRET qui existe. Parce que le SIRET, il me semble que c'est à la personne, c'est pas au local. Et le numéro d'enregistrement, il est, par exemple, pour contrôler les 120 jours, si quelqu'un loue 3 logements, il peut les louer 360 jours. Donc, et s'il y avait un numéro unique, ça apparaîtrait comme une fraude, alors que ça serait quelque chose de légal. Donc, je pense que c'est des outils distincts. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mieux les coordonner et mieux travailler ensemble, ce qui a été un défaut, à mon sens, c'est à la fois au niveau des communes et au niveau de l'État, c'est qu'il y a plusieurs services généralement qui s'occupent des meublés de tourisme, le service du tourisme, le service de la fiscalité, le service, chez nous, il y a la DGCL, la Direction Générale des Entreprises, c'est un enjeu, à mon avis, de mieux travailler ensemble, de mieux coordonner les outils. Et je pense que là, on va déjà bien avancer avec cet état des lieux de tous les outils qui existent. Ça permettra de mieux voir s'il n'y a pas des problèmes de coordination entre ces outils. Merci. Bon, je crois que le débat pourrait être encore long donc, sur ce sujet, mais merci en tout cas. Eh bien, merci à vous. L'ANET va lancer une enquête cet été. Et M. Dominique Debuire, donc ici présent, président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler un petit peu. Je suis là pour vous parler du lancement de l'Observatoire du tourisme que nous faisons en partenariat l'UNPLV et l'ANET. Je vais me présenter rapidement avant. Et puis, je pense qu'on va laisser un petit peu un temps de questions parce que dans le prolongement de ce qui vient de se dire et des questions qui ont été posées, je représente aussi les plateformes numériques. Donc, je sens que certaines questions vont venir et je suis ouvert à tout pour vous répondre dans la mesure de mes possibilités, et y compris d'ailleurs sur les problématiques de classement, puisqu'effectivement, vous devez, pour le label de commune touristique, avoir 70% de logements classés. Alors donc, je suis Dominique Debuire avec un R. Mais c'est pas gênant. Hier, à Atout France, il m'avait appelé Dubuire. Aujourd'hui, c'est Debuire avec 2 R. Un jour viendra où ce sera correctement orthographié. C'est le vœu que je souhaite. Mais bon, la progression est encore longue. Voilà. Alors, je suis vice-président de Clé Vacances, mais je suis là au titre de l'UNPLV, l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances, qui regroupe les principaux acteurs de la réservation en ligne, les labels, les professionnels, les intermédiaires. Alors, pour vous en citer quelques-uns, donc Airbnb, qui est bien connu et souvent cité, Abritel, donc les vacances, Home2Go, Interhome, Se Loger, Interchalet, et puis d'autres, Le Bon Coin notamment, je crois, qui était partenaire de ces journées. Voilà. Nous représentons, or c'est très difficile à dire, 80-90% des annonces de l'offre de logement, de location meublée touristique, je dirais, sont finalement par l'intermédiaire de membres de l'UNPLV. Alors évidemment, il y a des doublons, puisque
Je veux dire, on peut à la fois avoir un hébergeur peut avoir une annonce directement sur son propre site et être sur plusieurs autres sites qui sont membres de l'UNPLV. Voilà pour le UNPLV. Nous sommes un interlocuteur reconnu et actif avec les pouvoirs publics. Voilà. Nous avons bien compris que pour pouvoir... Alors, il y a plusieurs sujets dans la régulation des meublés touristiques. Alors, ça a été abordé dès la première intervention de cet atelier. Pour pouvoir y répondre de manière objective, il faut partir d'un constat et d'un état des lieux qui soit juste. On apporte de justes réponses que quand le constat est bon. Alors, nous avons la chance à l'UNPLV, compte tenu du nombre de plateformes et de réalités que nous pouvons enregistrer sur les nuitées, sur les zones touristiques, d'avoir non pas des projections, mais des statistiques réelles, un constat. C'est à partir de ce constat qu'on peut répondre à des problématiques que nous nions pas de certaines communes. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la régulation des meublés touristiques, notamment quand il y a des zones de tension sur les logements. Nous vous proposons aujourd'hui un observatoire, un baromètre de l'observation touristique. Je dirais qu'elle existe. Je vais vous donner une annonce. Depuis hier, Eurostat, qui publie tout un ensemble de statistiques au niveau européen, a mis sur son site les statistiques sur l'hébergement au niveau de l'Europe et les principales villes et le nombre de nuitées. C'est quelque chose qui va s'enrichir progressivement. Donc nous avons depuis hier des données sur les grandes villes, les grandes capitales européennes. Nous souhaitons, nous, établir une cartographie aussi bien pour vous permettre de vous positionner, pour nous permettre d'avoir des éléments de réponse ou de réflexion, ou de contrecarrer certains clichés, ou alors de reconnaître que certaines données et les observations sont justes. Nous mettons en place un observatoire du tourisme. Donc l'UNPLV, je vous en ai parlé rapidement, depuis 2012, elle existe. Voilà, je ne reviens pas dessus, je viens de vous le présenter. Nous sommes partenaires des pouvoirs publics. Je vous l'ai dit également. Je pense que vous aurez connaissance de... Ah, on va gagner du temps. On va aller direct. Je sens que les estomacs commencent à crier famine. Nous allons préparer... je vais vous parler du questionnaire UNPLV Annette. Nous avons essayé... Nous avons parlé tout à l'heure, j'ai observé au cours des premières interventions, que nous avons parlé des différentes formes de tourisme. Il faut effectivement se positionner, parce qu'il y a le tourisme d'affaires, il y a le tourisme d'étape, il y a le tourisme thermal, on est bien placé pour en parler ici. Il y a aussi le tourisme mémoriel, puis différentes autres formes de tourisme. Donc il est important qu'on puisse avoir une cartographie exacte de l'empreinte touristique de vos communes. Ça, c'est vous qui pouvez nous le dire. Il faut qu'on essaie aussi d'avoir une vision des hébergements. Quand je dis hébergement, c'est au sens large. Nous ne nous inscrivons pas, nous, location meublée touristique. J'insiste un petit peu sur le terme parce que tout à l'heure, je crois que c'est M. Buck qui a dit que ça existe depuis longtemps, et il a totalement raison. Les plus anciens, comme moi, savent que dans le temps, on appelait ça des garnis. Or, aujourd'hui, on a tendance de temps en temps à donner un nom de marque sur les logements. Je pense que c'est une erreur. Il y a la location meublée touristique, qui est un type d'hébergement à part entière, comme l'est l'hôtellerie de plein air, comme l'est l'hôtellerie classique, comme le sont les résidences de tourisme et d'autres formes. Voilà. Tout ceci est complémentaire, et ces différentes formes d'hébergement ne viennent pas en concurrence les unes contre les autres. Je voudrais simplement préciser que dans certaines communes touristiques, c'est pas forcément vrai dans les très grandes villes, je vous l'accorde, mais dans les communes touristiques de taille moyenne ou plus petite, s'il n'y avait pas la location meublée touristique, vous n'auriez pas la capacité d'accueil pour les touristes. Parce que l'hôtellerie répond, et c'est normal, à des modèles économiques, à des nécessités d'équilibre financier. Il faut que ça s'équilibre. La location meublée touristique,
bien souvent, c'est un apport de revenus pour l'hébergeur. Ça n'est pas une nécessité vitale. Et donc, il peut se permettre, je dirais, d'avoir une location meublée touristique. Et on connaît tous des communes, et peut-être chez vous, où s'il n'y avait pas la location meublée, eh bien, il n'y aurait pas d'hébergement. J'ajouterais ce qu'on oublie parfois de préciser, que c'est également peut-être un élément parfois de conservation ou de rénovation du patrimoine. Parce que on évoquait tout à l'heure certaines maisons qui finalement, de transmission en transmission, je dirais, arrivaient à des générations qui n'avaient pas forcément envie de les occuper, et puis qui n'avaient pas non plus forcément les moyens de les rénover. Je veux dire, parfois, quelqu'un héritera d'un vieux manoir, d'un vieux moulin, d'une vieille résidence dans une commune. Il n'a pas forcément les moyens de le rénover, et ça va partir à l'abandon. Si à un moment donné, il peut le convertir et rentabiliser sa rénovation par de la location meublée, ben je pense que ça concourt également, on l'oublie trop souvent, un petit peu à la sauvegarde du terroir et du patrimoine dans les communes. Voilà ce que je voulais dire. On va revenir à la consultation. Cette consultation, évidemment, nous, on souhaite, en partenariat avec la NET, que vous répondiez nombreux. Évidemment, on vous fera une restitution. Vous avez à disposition, je crois, un QR code à l'entrée que vous pouvez flasher et qui vous permettra d'y répondre. Je crois qu'on vous enverra également, Madame Leduc, le lien. Voilà, merci. Franchement, pour que ce soit significatif et qu'on parte sur de vraies bases et un constat tout à fait réel, il est important qu'on puisse avoir cette vue. Et évidemment, nous vous ferons les restitutions. Alors, il y a un calendrier, un rétro-planning qui était prévu, mais répondez-y pendant l'été et nous, à la rentrée, on vous fera le retour. Ça permettra à chacun de se positionner et ça permettra de voir un petit peu, je veux dire, de pouvoir en tirer des enseignements. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les questions, ce serait un petit peu fastidieux. Le but, c'est de connaître votre territoire, les meublés touristiques de votre territoire, les impacts des meublés touristiques sur votre territoire. On va en toucher un petit mot après, et les réglementations. Alors, les meublés de votre territoire, bon, pour savoir s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez, si c'est un élément déterminant de votre capacité d'hébergement. Les impacts et les réglementations. Alors, les impacts, ça a été un petit peu abordé tout à l'heure. Il y a des problèmes qu'il ne faut pas nier non plus. On y travaille avec le cabinet de Marlène Schiappa, mais je pense qu'on va reprendre contact également ensemble pour en parler sur les nuisances et les troubles à l'ordre public. Ah, il y a des vérités, il y a des clichés, il y a des choses vraies, des choses exagérées, mais il y a des problèmes. Il y a une problématique et le but, c'est d'y répondre. Alors, il y a le syndrome des roulettes de valises dans l'escalier le samedi matin et le samedi après-midi, les départs, les arrivées. Les problèmes de voisinage. Voilà. Alors, il faut essayer. Normalement, tout est dans la loi. Hein. Je veux dire, une location se fait un bon père de famille. Il ne doit pas y avoir de nuisance. Mais bon, parfois, même ce qui est évident a besoin d'être rappelé. Et là encore, l'UNPLV est tout à fait, je dirais, partante pour rappeler un certain nombre de choses évidentes, voire établir une charte sur la location meublée touristique pour les nuisances. La réglementation. On s'est aperçu au cours de divers entretiens, et c'est normal parce qu'elle est un petit peu complexe, M. Buc en a parlé tout à l'heure, je veux dire alors, le guide qui est en cours d'élaboration va venir vous donner un certain nombre d'indications et vous aider. Évidemment, nous, à l'UNPLV, nous sommes tout à fait prêts à répondre à vos questions. Dans notre rôle, il est un petit peu de notre vigilance de veiller à ce que de bonnes réponses soient apportées à de vraies problématiques, à ce que de nouvelles contraintes ne soient pas des réponses inadaptées à d'autres problématiques. Donc nous y veillons. On a parlé du projet de loi. Alors je ne sais plus comment je dois l'appeler maintenant. Là, vous m'avez jeté le trouble. Je rends l'antenne, si j'ai bien compris. Le QR code, on va vous demander de le flasher. Et puis, le président sera à votre écoute. Venez aussi pendant le déjeuner. D'accord. Accélérer sur les derniers intervenants. Pas de souci. Allez, merci, on y va. Désolé, je suis un peu village de vacances.
avec Pierre Bresson. On remettra la QR code on aussi sait pour l'importance le des villages vacances et puis ces périodes de fermeture administrative qui vous ont été imposées. Oui, bonjour. Je vais être assez rapide, rassurez-vous. D'abord parce que si je suis long, et comme il n'y a plus beaucoup de personnes dans la salle, on va se retrouver à 5. Alors, je m'appelle Pierre Bresson. Effectivement, je suis administrateur à VVF. Et je vais vous donner quelques informations donc, sur nos villages. Tout d'abord, je voulais excuser aussi Madame Pinville, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Et donc m'a demandé de la représenter. VVF, c'est quoi? Comme c'est indiqué ici, on a à peu près 120 destinations, 1200 équivalents temps plein, un chiffre d'affaires important déjà, 80 millions d'euros, 470 000 clients, présents donc sur une soixantaine de départements en France, et enfin composé de villages, clubs, campings, etc. L'année 2020 a vu le chiffre d'affaires réduire de 33%. Vous savez pourquoi. Je crois que là... Et 2021 sera aussi une année compliquée, bien évidemment. La saison hivernale, par exemple, n'a pas été facile. Mais néanmoins, VVF s'est mis en ordre de travail, en ordre de bataille, justement, pour passer cette étape difficile. Et l'ensemble des collaborateurs, de la direction, etc., tout le monde est mobilisé effectivement pour faire en sorte que tout se passe bien. Et tout va bien se passer. Hop. Donc pareil, je viens de vous le dire, les chiffres pour 2021, aussi à moins de 30%. Alors c'est vrai que habituellement dans les entreprises, on a des plus ou moins 2, 3, 5%, etc. Il y a des variations classiques dans les entreprises. Moins 30%, ce sont des variations totalement significatives et qui méritent effectivement des organisations extrêmement agiles, flexibles. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, quelques éléments, et je passerai que ce document-là, pour résumer un petit peu nos modes de consommation et les mutations que l'on a rencontrées et comment on réagit. Alors tout d'abord, on a une accélération des nouvelles clientèles. On voit apparaître effectivement des clientèles plus jeunes, des couples avec des enfants, et on s'est adapté à ça. Par exemple, au niveau de la communication sur notre site, maintenant, il y a des onglets réservés aux enfants pour qu'eux-mêmes puissent contribuer, participer à construire les vacances des parents. Donc là aussi, c'est une idée de dire, voilà, les enfants sont présents, deviennent acteurs, facilitons effectivement cette approche pour les enfants. Les ventes, là aussi, ont beaucoup évolué. Et on s'aperçoit effectivement qu'au moins 50% de nos ventes se font 72 heures avant le départ. Et alors, 72 heures, c'est même un chiffre maximum. On a de plus en plus de personnes qui réservent effectivement de manière très très courte avant de partir. On a même des gens qui, partant en voiture, réservent pendant le trajet. Et donc effectivement, ce genre d'évolution nous oblige à avoir des outils digitaux, effectivement, là aussi, nouveaux, adaptables, réactifs, etc., pour satisfaire à ces demandes. Un allongement des temps de séjour d'une journée, alors c'est pas extrêmement important, mais en tout cas, c'est quand même important de le signaler. Et on a mis en face, effectivement, en termes de mutation, le fait qu'on a la volonté de développer le confort. Alors ça, VVF, effectivement, a mis en place des budgets extrêmement importants tous les ans, pour améliorer le confort des locaux, des villages qu'elle gère. Ensuite, on nous dit... Alors, l'information, c'est que... On a deux informations ici qui sont tout à fait intéressantes, c'est-à-dire que les séjours qui sont à moins de 2 heures des lieux d'habitation, là, se sont développés. Donc, c'est ce qu'on appelle véritablement, mais quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, du tourisme de proximité. Et puis également, des séjours de plus longs, eux aussi se sont développés. Donc, on voit qu'effectivement, on trouve de tout finalement. Et là encore, ça nous oblige à une restructuration de l'offre, à une flexibilité dans l'offre qui s'est vraiment accélérée depuis 2 ans. On n'a jamais connu ça. Et toutes les équipes marketing, toutes les équipes commerciales sont vraiment mobilisées pour véritablement adapter cette offre à une demande qui, elle, évolue sans cesse. Alors, le développement de l'itinérance, ça c'est un constat que l'on a fait, c'est un souci aussi que l'on a.
Alors l'itinérance, sachez que VVF est partenaire avec 2 fédérations françaises, la Fédération française de randonnée et la Fédération française de cyclotourisme. Et avec ces 2 fédérations, effectivement, VVF développe et va développer l'itinérance, que ce soit de l'itinérance linéaire, c'est-à-dire aller d'un village VVF à un autre village, etc., ce qui est possible parfois dans certaines régions en cyclotourisme, ou soit de l'itinérance où on est dans un village et on fait des boucles comme ça, touristiques, et on revient le soir ensuite dans ce même village. Et donc là, les partenariats entre la Fédération de cyclotourisme et puis de randonnée et VVF, là aussi, vont s'accélérer pour rendre encore une fois l'offre la plus attractive possible. Ensuite, développement de l'émergence des loisirs et télétravail. Je pense que ça a été abordé à plusieurs reprises. C'est un constat aussi que l'on fait. Les gens viennent en séjour vacances, viennent en télétravail. Et là aussi, il faudra adapter les structures, les organisations pour rendre effectivement ça adaptable. Je pense qu'on est sur un trend relativement important. Développement de la location des gîtes, plus de 30%. Là, c'est un constat, alors peut-être lié à la pandémie. En tout cas, les gîtes seuls, comme ça, sont en grand développement. Et donc, ça mérite effectivement en face, là aussi, des services en termes de métier du ménage, de conciergerie. C'est des contraintes supplémentaires, c'est des réactions et des réactivités supplémentaires. Et il faut effectivement que VVF, elle l'a fait du reste, mette en place des services adaptés à ces nouveaux besoins. Avant-dernier point, c'est donc de nouveaux services, là aussi. Comme on le disait tout à l'heure, des services à la carte, des services qui sont de plus en plus variés. Et je terminerai simplement sur cette notion d'outils digitaux mobiles pour assembler effectivement toute cette offre. Je me permets un petit aparté parce que je suis par ailleurs intervenant, enseignant dans une école de commerce. Donc j'ai des étudiants qui ont 20 ans, qui font du marketing au quotidien, tout ça. Et je vois l'évolution qu'ils ont depuis 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, quand on faisait un plan marketing et un plan d'action dans les écoles de commerce, nos étudiants, dans les plans de communication, utilisaient l'ensemble des médias. C'est-à-dire on faisait un plan de communication avec de l'affichage, de la télé, de la radio, de la PQR, etc., etc. Et c'était classique, ça ne posait aucun problème. Je vous assure que j'ai constaté en 3-4 ans, et depuis 1 an, 2 ans maintenant, c'est encore pire, nos étudiants ne font des plans médias qu'avec du digital. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça, et donc l'ensemble des budgets sont consacrés au digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces petits gars-là, ils sont nombreux, ils sont pas bêtes, etc. Demain, ce seront des clients, ils auront 30 ans, ils seront pères de famille, ils auront des enfants, ils vont venir effectivement consommer. Et là, je pense qu'on a intérêt, alors VVF bien sûr, mais peut-être d'autres, à avoir des offres en digital qui vont être alors hyper performantes, hyper réactives, hyper actualisées, ciblant sur différents acteurs, etc. Mais c'est un constat qui n'est pas que dans notre école de commerce. Je veux dire, l'ensemble des enseignants des écoles de commerce constatent effectivement ce côté-là. Donc simplement, je voulais terminer sur ce clin d'œil, c'est que du digital, on en mange. La pandémie nous a fait consommer du digital encore plus, mais je vous assure que la tendance, elle est pour de bonne cette fois-ci. Donc, et je vous assure, moi je me bats pour dire, mais écoutez, la PQR, ça existe aussi. Faites de la com dans la PQR, des choses comme ça. Voilà, je sens que vous avez faim. Non, ils savent pas. Ils savent pas ce que c'est que le journal parce qu'ils ont besoin d'une information. Mais ces générations-là qui sont demain comment dire, la force vive, les leaders, etc. Ils veulent une information. Ils savent où la chercher, mais ils savent pas lire un journal, bien évidemment. Un article dans un journal de la PQR aujourd'hui, c'est les 7 premières lignes qui sont lues. On le sait. Mais pour nos étudiants, c'est les 2 premières lignes. C'est le titre. À partir de là, ils veulent aller vite fait à autre chose. Donc, à nous d'être attractifs, à nous de savoir les capter, parce que demain, ce seront nos clients. Voilà, merci de votre attention. Je représente ici une marque que j'ai inventée avec Corinne Bruel qui s'appelle Camping Car Park. C'est gérer un outil touristique qui, dans le droit français, n'existe pas, qui est une aire de camping-car. Et l'itinérance, on en parle beaucoup, l'itinérance que l'on connaît bien avec le camping-car, donc qu'on appelle le camping-carisme, on le connaît avec le nautisme, on le connaît avec le cyclotourisme, les haltes fluviales, enfin bref. Nous avons commencé il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous gérons 300 destinations en France. Nous avons entièrement automatisé le système, ce qui ne nécessite plus d'astreinte pour les collectivités territoriales. Et ce qui permet de rendre très très fluide cette itinérance pour les camping-caristes européens qui nous visitent largement.
Ils étaient 2 millions de véhicules immatriculés en Europe à la fin de l'année 2020. Avec la crise sanitaire, c'est un phénomène qui est en pleine augmentation en Europe. Avec la crise sanitaire, les fabricants prédisent la multiplication par 2 des immatriculations sur les 5 ans à venir. Donc, tout maire d'une ville touristique ne peut pas ou ne pourra plus demain ignorer cette demande touristique. Les camping-caristes ne sont pas, comme dans toute population, ne sont pas tous les mêmes. Il y en a 17% qui vont dans les campings, 20% qui cherchent à stationner en pleine nature, ce n'est pas ceux que vous préférez en général, et puis 63% qui attendent une offre. Et l'offre une offre type aire de camping-car. Donc, dans la boîte à outils, vous trouverez tout. Sachez que l'automatisation totale, on en est la démonstration, peut parfaitement bien fonctionner à une seule condition, c'est qu'en face d'un automatisme, en face du numérique, on mette de l'humain qui va répondre en capacité de répondre 365 jours par an de 7h à minuit aux touristes en 9 langues différentes, aux touristes qui fréquentent vos destinations, de manière à faciliter leur vie de touriste. Et sachez pour avoir un ordre d'idée, sur 1500 appels jour l'année dernière en pic, 55% de ces appels étaient une demande d'information touristique. Donc nous sommes vraiment devenus un office de tourisme ouvert 365 jours par an, du matin au soir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors depuis, à la demande d'élus, on gère donc des haltes fluviales de la même manière, parce que quelqu'un qui se balade en bateau le soir a les mêmes besoins qu'un camping-cariste. Nous gérons des cycloparcs pour les cyclotouristes qui souhaitent être hébergés. Et la demande est sans cesse croissante de trouver des solutions d'hébergement entièrement automatisées pour toutes, je dis bien toute forme d'itinérance. Donc le numérique, c'est la clé de demain. Ce sont des sites internet efficaces, efficients, et puis surtout des applications. Notre population moyenne a plus de 60 ans. Ils sont plus d'un... Aujourd'hui, 60% des camping-caristes français sont dans notre réseau, et plus de la moitié de ceux qui sont dans le réseau utilisent l'application. Et la réservation du jour pour le jour. On en est à la réservation du jour pour le jour. Depuis l'année dernière, ça remporte un succès phénoménal. Alors, on dit des jeunes qui sont geeks, mais nous, les gens qui avons passé la barre des 60 ans, et qui représentons quand même plus de 80% des camping-caristes, eh bien, nous utilisons ces outils-là au quotidien et nous en sommes friands. Donc il n'y a pas que les jeunes. La société bouge vite. Après avoir créé le label des campings il y a 30 ans, pendant 20 ans, je me rends compte qu'aujourd'hui, les choses, on a pulvérisé les normes. Je comprends que ce soit complexe pour la gestion des normes, parce que les attentes des clients vont tellement plus vite que ce qu'on est capable d'imaginer, que ce doit être compliqué de gérer un territoire. Merci pour votre écoute. Dans la documentation de la net, vous aurez tous les éléments. Eh ben, bien sûr, je suis partenaire de la net depuis que je suis né, tu sais bien, Géraldine. Je suis né il y a 10 ans. Merci. Alors, hôtellerie de plein air. Alors, qu'est-ce que c'est que Camping Paradis? Vous avez vu quelques images. Bon, je ne vais pas vous rappeler les chiffres. C'est certes 6 millions de personnes qui regardent. C'est surtout 91% des Français qui connaissent. Et donc la totalité des campeurs qui connaissent Camping Paradis. Et Camping Paradis, ce n'est évidemment pas que les fans. Les gens qui viennent chez nous, ce n'est évidemment pas que les fans. On a démarré l'an passé avec 12 campings. Il y en a 44 cette année. Il y en aura encore pas mal plus l'an prochain. Et en fait, les gens qui viennent chez nous ne sont évidemment pas que des fans de Camping Paradis. Ce sont surtout des gens qui ont vu cette série ou qui ont aperçu cette série, qui se sont dit, mais en fait, cet esprit de ce camping, j'aurais envie moi aussi de pouvoir retrouver cet esprit dans un établissement. Et en réalité, on a lancé, donc on est ce que je pense être la première franchise qui est une franchise de contenu. Parce que tout notre sujet aujourd'hui, je rappelle, le camping, c'est 50% des vacances marchandes des Français, donc c'est massif, et bon, évidemment, mais sur tous les territoires, peut-être un tout petit peu moins à la montagne, mais sur tous les territoires, c'est massif. Donc en réalité, moi, le seul point sur lequel je voulais dire, c'est que, en fait, au fil du temps et des années, vous avez tous travaillé évidemment l'offre d'hébergement. J'entends parler effectivement de la nécessité de disposer de cette offre d'hébergement, de valoriser vos territoires, valoriser votre patrimoine. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on passe même un step au-dessus, qui, en fait, travailler une offre touristique, c'est aussi travailler une offre qui permette
à l'hébergement lui-même d'être un outil d'attractivité. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de travailler sur les thématisations telles que celle-là et de créer un outil d'attractivité par l'hébergement lui-même. On a connu ça déjà quand même dans le passé avec l'implantation, par exemple, il y a quelques années, des center parks, des choses comme ça, qui sont des outils qui ont des tailles très différentes de ce qu'on propose. Mais en réalité, on sait créer une attractivité sur un territoire à travers la mise en place d'une thématisation Camping Paradis. Alors évidemment, derrière ça, vous me dites, nous, comment est-ce qu'on peut intervenir auprès d'une municipalité ? Aujourd'hui, on a une antenne qui s'appelle Alpha Camping et qui gère 12 campings en DSP. Donc on essaie de gérer des campings en DSP. Et par ailleurs, on a aussi des campings qui sont des campings de gestion municipale et qui rentrent chez nous sous forme de franchise, dans lequel on développe donc l'ensemble de notre contenu, puisque notre métier, c'est être créateur de contenu, créateur de valeur et créateur donc d'attractivité. On dit que l'offre et la demande est un marché qu'on a bien du mal parfois à maîtriser. Je sais, et nous savons, que la création de l'offre dans le tourisme, sur certains territoires, crée la demande. Nos campings, en 2020, malgré le Covid, malgré la fermeture de 2 mois et malgré tout ce qu'on sait, c'est plus 6% par rapport au chiffre d'affaires, leur chiffre d'affaires de la totalité de leur saison 2019. À date, sur 2020, nous sommes à plus de 25% de chiffre d'affaires de nos campings, de nos 44 campings, par rapport à la totalité de leur chiffre d'affaires de 2019. La capacité d'attractivité, elle est forte parce que le contenu, il est puissant. Et surtout, on élargit aussi beaucoup les saisons. Puisque notre métier, et là je vais aller assez rapidement, c'est dans cet accompagnement, on va évidemment amener un contenu, mais ce contenu, c'est aussi de la visibilité. Nous sommes des professionnels, nous sommes 3 associés. Il y a Martine Granier qui est là, qui est une ancienne de chez Accor, qui est une ancienne de chez des croisiéristes. Je suis moi-même le fondateur de campings.com. On a un autre associé qui était un spécialiste de la franchise. Donc aujourd'hui, on amène de la visibilité, de la lisibilité, de la compréhension de pourquoi je vais venir dans ce camping. Il y a 8000 campings en France. Comment fait-on la différence entre tel ou tel et tel autre camping? Donc on amène de la différenciation, de la lisibilité, on amène de la digitalisation et on accompagne, y compris des campings évidemment en gestion municipale, dans la digitalisation. On a créé une école, on recrute, on forme, on conseille sur l'animation, la restauration, l'accueil, le bar, les boutiques, les produits dérivés. Évidemment, Camping Paradis est un gros vendeur de produits dérivés au sein des campings. Et puis, l'optimisation des revenus à travers des outils de revenu management dernier cri, de suivi de KPIs, de projection financière, de façon à aller chercher et à se projeter sur 4-5 ans et à travailler sur des budgets de financement et des projets de long terme. Et nous sommes une marque employeur puissante. Une annonce au mois d'octobre dernier pour recruter les animateurs nous a généré 2200 candidatures d'animation. Donc on est aussi une marque employeur puissante, et y compris nos formations aujourd'hui de snackers, d'accueil, de bar, etc. Donc prenez contact avec nous, n'hésitez pas à réfléchir à vos projets. Il n'y a pas de... Voilà, si vous avez des projets, vous avez des terrains. Globalement, nous, ce qu'on recherche en termes de camping, malgré tout, ça reste des campings qui ont une capacité minimale à partir de 140, 150 emplacements. Pourquoi cette taille minimale? Parce que malgré tout, on met en place des animations. Il y a quand même quelques dépenses de scénographie, il nous faut le Porsche, il nous faut la voiturette, il nous faut un peu de scénographie, la tenue des personnels, un petit peu d'animation. Notre particularité, des animations toute la saison, alors parfois avec un seul animateur, mais en avril, en mai, en juin, aujourd'hui, les gens doivent trouver de l'animation, et c'est ces animations de basse saison qui sont justement tournées vers vos territoires, puisque ça va être des animations de découverte des territoires, de faire venir aussi les prestataires locaux, les spécialistes locaux de toutes vos spécialités locales au sein des campings. Et en juillet-août, on a nos spécificités aussi, qui est un peu le monde de la télé, le monde de l'émerveillement de la télé. Je suis moi-même un petit provincial normand, fils d'un instituteur d'une petite commune de 380 habitants, et une fois dans ma vie j'avais rencontré une star, et j'en ai parlé je pense pendant 10 ans. Dans les campings Paradis, pendant le mois de juillet-août, l'ensemble de nos clients vont rencontrer des stars qui vont venir partager 1 heure, 2 heures avec eux, des chanteurs, des acteurs, des personnalités de la télévision. Donc c'est aussi des choses qui viennent enrichir le territoire. On a fait plus de 1000 cette année articles de presse qui parlent de tout ça. Les municipalités bien souvent s'associent avec nous dans le cadre de l'accueil de ces stars, puisqu'on en fait un événement du camping, mais aussi de la commune. Et on a de plus en plus de ces journées qui sont organisées en collaboration avec les mairies.
Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle offre. Il faut n'hésitez pas à nous appeler. Il y aura des choses effectivement sur ces fiches de renseignement et on peut travailler, y compris sur des projets de long terme. Dire, on n'a aucune exigence en la matière et participer à des réflexions, c'est notre raison d'être à la NET aujourd'hui. Et c'est nos rencontres, nos belles rencontres qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, qui nous font dire qu'on peut se positionner aussi comme étant, je dirais, des conseils sur la vision pour y avoir d'un établissement de type camping, mais aussi, on a certains villages vacances qui commencent à s'intéresser à ce que l'on fait. Alors évidemment, il faut que la structure de ces villages vacances soit plutôt sur des modèles d'hébergement un peu légers ou en tout cas de petite taille en termes de petites maisonnettes ou plutôt que de grands immeubles. Mais voilà, les capacités d'ouverture sont larges et nos services sont profonds. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et bon appétit cette fois. Bon, merci Olivier Lachenot. Bon, je pense qu'on va pas faire de grandes conclusions, hein. Donc on va aller déjeuner. Mais enfin, ce qui ressort quand même, c'est qu'avoir une bonne connaissance de l'évolution des comportements des visiteurs, des touristes, elle est essentielle, hein, pour aider nous, les professionnels, nous, collectivités, aider nos professionnels, les accompagner, les orienter. C'est fondamental, on le voit, hein, dans tout ce qui ressort depuis.